Pas de réponse. Bonjour à tous. Bonjour. 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 On va attendre juste quelques minutes que tout le monde puisse s'inscrire, même si on est peut-être à un moment où il y a un autre débat qui va être plus suivi à la télé. C'est pas sûr, il faudra regarder les chiffres pour être certain. Bonjour à tous. Vous avez vu qu'il y avait un chat que vous pouvez trouver à droite, donc n'hésitez pas à poser des questions, nous dire si vous ne nous entendez pas ou s'il y a un problème technique. Voilà. Donc pour échanger le petit chat. Aucun message. Bon, pour tester l'usage. Je lance le chat. Donc, bonjour à tous et bienvenue au webinaire CRM. Donc, on va échanger sur les usages, la méthodologie et les retours d'expérience. Bonjour Franck. Bon, on peut peut-être commencer. Hein, si d'autres personnes doivent arriver, peut-être qu'ils arriveront dans les minutes qui viennent. Donc, ce webinaire a été créé par le groupe Référence. Nous, on propose des directeurs en temps partagé augmenté. Quand on parle du temps partagé augmenté, ça prend en compte qu'on est une équipe de directeurs qui avons au moins 15-20 ans d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun bénéficie de l'expérience de tous, au profit de tous, en fait. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on se base. Et dans le groupe Référence, il y a des DSI, des directeurs des systèmes d'information, des directeurs de marketing digital avec référence DLD. Globalement, Édouard Philippe en sort renforcé. Excusez-moi, c'est moi. Ah bon. Je me disais, on est aux deux endroits en même temps. Et des DRH avec référence DRH, ainsi que des DAF avec référence SGC, et puis du conseil en transformation et organisation des entreprises. Donc, le groupe Référence a 10 ans. On accompagne 500 PME, et donc on a 160 clients actifs, 80 collaborateurs et 700 partenaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'était créé il y a 10 ans, en 2009, et c'était une réponse aussi à la crise, puisque les PME, on ne peut pas forcément avoir de directeur en temps plein, et ni les besoins, ni les moyens. Donc, ça permet vraiment de disposer de directeurs sur des profils qu'on vient de citer. Donc, les animateurs, donc, il y a Agnès Mazière, qui est la directrice générale référence DMD, Renaud Labatte, qui est directeur de système d'information en temps partagé augmenté, et donc moi, business développeur. Donc, on va voir les états des lieux des CRM, les nouveaux usages, tout ce qui va être méthodologie de choix et mise en place, les freins, les risques, et puis les résultats escomptés et le retour d'expérience. On voulait juste déjà se dire pourquoi ce webinaire en cette période. On a repris en fait l'article de Jean-Marc Montel, qui est notre DG, qui a écrit un article sur les PME résilientes, s'adapter ou disparaître. Parce que comme la citation de Darwin le dit, donc les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc maintenant, comment s'adapter au changement? C'est en étant résilient, et pour ça, il faut interagir avec tout l'écosystème et optimiser et adapter notre relation avec nos clients et les prospects. Donc c'est comment garder le contact avec nos clients et les prospects. On n'a pas de contact physique ou peu en ce moment, donc il faut garder le lien digital et donc limiter notre dépendance à la relation physique. Et pour ça, le CRM est très aidant. Est-ce qu'Agnès, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, bien sûr que, je crois que tu as tout dit. On a un grand enjeu aujourd'hui en tant que dirigeant de PME de rendre résilientes nos sociétés et les sociétés de nos clients à la crise de laquelle nous sortons, parce que malheureusement, on sait qu'on risque de re-rentrer ou d'être confronté à de nouvelles crises, notamment sanitaires. On sait aussi que la crise actuelle sanitaire actuelle est en train malheureusement de se transformer en crise économique, et que on a un enjeu
ne plus avoir une dépendance au présentiel et un enjeu quelque part d'être le plus productif possible, ce qui ouvre et d'être le plus orienté vers de la transformation commerciale, mais aussi vers de la valeur que l'on peut donner à nos clients, parce que chaque action doit avoir un ROI qui va se maximiser avec les enjeux économiques qu'on en a devant nous. Donc, la présence d'un CRM dans une société aujourd'hui doit et peut remplir ces multiples objectifs. Donc, on est à 300% dans la logique de résilience dès lors qu'on se parle de la mise en place d'un CRM. Juste, je voulais revenir, parce qu'on ne l'avait pas dit tout à l'heure, je voulais juste parler d'une partie technique. Ça fonctionne beaucoup mieux, en fait, notre outil de webinar sur Chrome ou Mozilla. Je le vois parce que je crois qu'un des connectés, en fait, a peut-être un décalage. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur Chrome, ça fonctionne mieux. Donc, l'idée sur ce chart, c'est de partager un état des lieux pas exhaustif, une cartographie pas exhaustive. L'intérêt n'est pas tant le nombre des logos qu'on a sur ce chart-là, ni même les choix qui sont des choix qui sont plus de l'ordre de ce qu'on a eu l'occasion récemment de rencontrer chez nos clients. Ce qui est vraiment intéressant dans ce chart, c'est de bien comprendre finalement le périmètre que peut recouvrir le CRM et donc les outils CRM. On a un périmètre et c'est l'axe vertical qui va d'un périmètre commercial à un périmètre marketing en passant par, on va dire, l'aide à la vente. Aujourd'hui, les outils CRM vont permettre de traiter du funnel commercial, mais aussi de traiter de l'animation d'un portefeuille client qui est plus de l'ordre du marketing. Donc, on a vraiment des outils qui se positionnent sur les 3 niveaux du travail autour du client ou du prospect, de la société ou de l'individu que l'on a en base. Et on a des outils qui balayent aussi le funnel de transformation de commercial, du suspect jusqu'au client VIP. On a des outils qui vont nous aider à capter, à comprendre qui sont nos suspects. On a des outils qui vont nous aider à transformer ces suspects en prospects, à transformer ces prospects en clients et ensuite à travailler sur donner plus de valeur à ces clients. Donc, des outils qui sont très connus quelque part et très naturels, qui sont le cœur du système, même s'ils sont sur la première ligne là-haut, ce sont à proprement parler ce que les DSI vont appeler des CRM, donc des outils qui vont traiter effectivement du prospect et éventuellement jusqu'au client et la valeur client, et c'est du HubSpot, du Zoho, du Salesforce, du Dynamics. Ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur ce type d'outils, il y a des outils qui peuvent être extrêmement verticalisés sur certains secteurs d'activité. C'est le cas, par exemple, de Donnet, qui va venir spécifiquement adresser la gestion des adhérents des organisations professionnelles. C'est l'exemple d'Everwin qui va en particulier adresser et être performant sur des sociétés de vente essentiellement de logiciels et de services. Donc ça, on va dire cette ligne du haut qui ont plutôt des aspects commerciaux nous aide à développer et à embaser. C'est le traditionnel CRM, c'est le cœur du réacteur, c'est quelque part le container à data. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, dès lors que le prisme et le périmètre du CRM s'élargit,
c'est-à-dire dès lors qu'il s'élargit un petit peu vers la gauche du schéma, c'est-à-dire vers les suspects, ou dès lors qu'il s'élargit sur un périmètre d'ADV, c'est-à-dire d'accélérateurs, de SDR, de gros hackers, on peut les appeler de plein de manières qu'ils soient aujourd'hui, ceux qui sont entre le marketing et le commerce, ceux qui vont aller travailler tous ces suspects pour essayer d'amener des leads un petit peu plus chauds aux commerciaux, ou que le CRM s'étende carrément jusqu'au marketing, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à travailler ou des suspects ou un portefeuille client, là encore, pour qu'ils gagnent en valeur, et bon, on a de nouveaux outils qui viennent se plugger à ces bases de données CRM. Et par exemple, on a les outils de fichiers et d'adresses digitaux, SiteTrade, Corporama, Sparklane. Tout ça va nous servir à finalement alimenter les CRM. On a des outils tels que Tilki, qui vont venir accélérer la transformation entre un prospect et un client en donnant des petits indices. Et pareil, tout à fait connecté au CRM. Et je suis sur mon Salesforce, j'envoie un email à un prospect et grâce à Tilki, dans mon Salesforce, je suis au courant, ou dans mon HubSpot, dans mon Yellowbox, je suis au courant qu'il a ouvert la pièce jointe que je lui ai envoyée, et donc c'est le moment pour le rappeler. C'est tous ces petits indices qui nous permettent d'augmenter le taux de transformation. C'est de la gestion commerciale. C'est éminemment puissant que de connecter ce type d'outil à l'outil, encore une fois, central de la base de données client-prospect. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'outils beaucoup plus marketing qui vont nous permettre là aussi, et c'est le cas d'un outil type GetQuanti, c'est pas les seuls, prenez jamais ces exemples-là comme étant les seuls existants sur le marché, mais des outils type GetQuanti qui vont nous aider à identifier à quelle entreprise appartiennent les gens qui viennent sur notre site internet, voir qui est la personne qui vient sur mon site internet dès lors que c'est une personne que j'aurais eu, dont j'ai l'adresse email en base de données. D'accord, donc ça nous permet de venir scorer l'intérêt d'un visiteur ou l'intérêt d'une personne que j'ai en base de données parce que je sais et quelque part je traque son comportement en traquant notamment ses visites sur mon site. Ensuite, il y a les traditionnels, évidemment, Mailjet, Sendinblue, Sarbacane, qui sont des outils d'envoi de mails et qui, eux, soit nous permettent évidemment énormément d'aller prospecter, là encore, et de créer des campagnes marketing que je vais pouvoir venir préciser dans mon CRM et dire telle et telle personne a été touchée par telle ou telle et telle campagne. Ça, tous ces outils le font, et dès lors que c'est connecté à un CRM, l'information et la data est enregistrée sur le profil, mais c'est aussi, et c'est vraiment là où je voulais en venir également, des outils qui nous servent à travailler ce que j'appelle la valeur client, c'est-à-dire qu'un client, le CRM, dès lors qu'on a un enjeu marketing ou aussi une dimension marketing à son usage, doit servir à transformer et faire passer un client d'un client à un client VIP en travaillant la valeur, et les outils d'animation type outils d'envoi de mail, que sont Mailjet, Sendinblue et Sarbacane, servent à ça. Donc, ce qui est important à retenir sur ce chart-là, c'est de dire qu'en fait, finalement, le périmètre du CRM s'est élargi, qu'on avait un CRM qui était très stricto sensus, gestion du commerce, et qu'aujourd'hui, grâce à ces outils digitaux, surtout accessibles, devenus accessibles à l'intégralité des PME parce que avec des baisses de coûts assez étonnantes, on a un périmètre de CRM bien plus large. Et donc, quand nous, on va parler de CRM dans ce webinaire, on parle non seulement de la brique logicielle, quelque part, mais aussi de tout cet écosystème d'outils qui servent à un objectif qui est la gestion de la relation du suspect au prospect jusqu'au client VIP. Maintenant, on va passer à la méthodologie de déploiement et de mise en place. Je te laisse parler de l'étape. Oui, dans la méthodologie, ça fait le lien avec ce que je viens de raconter finalement, c'est que Renaud rentrera par la suite dans les détails presque, je dis pas atelier par atelier, mais la première chose
qu'il faut faire, et c'est absolument crucial dès lors qu'on se lance dans la mise en place d'un outil CRM, c'est de bien déterminer ce fameux périmètre. Est-ce qu'on veut juste gérer une brique commerciale? Est-ce qu'on veut gérer aussi une brique marketing? Et est-ce qu'on veut aussi créer le lien, parce que les CRM servent de plus en plus à ça aujourd'hui, entre le marketing et le commerce, pour finalement faire que tout le travail de visibilité et de notoriété puisse servir à nourrir, scorer le travail, enfin scorer les profils et du coup accélérer le travail commercial. Donc ça, c'est un des premiers axes. Il faut déterminer le périmètre métier du CRM. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé finalement ce périmètre métier, est-ce qu'on veut couvrir tout ou partie des 3 métiers que le CRM peut outiller? Quelle est la partie critique du funnel de transformation commerciale, suspect, prospect, client VIP, que je veux traiter? Est-ce que mon enjeu, c'est de maximiser le passage des suspects aux prospects? Ou est-ce que mon enjeu, c'est d'augmenter finalement la valeur de mon client? Quel est mon enjeu sur ce funnel-là? On peut avoir tous les enjeux. On peut en avoir que partiellement. On peut se dire, dans un temps 1, je ne couvre qu'un seul des enjeux, mais je sais qu'il faudra que je couvre l'intégralité du funnel. Tout ça est évidemment extrêmement dépendant de la situation et du contexte de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Mais en tout cas, cette première étape qui consiste à dire, est-ce qu'on va du commercial au marketing ou est-ce qu'on fait uniquement un des 3? Quelle partie dans la largeur je couvre? C'est une des premières manières de déterminer les attentes que l'on a versus l'outil / les outils CRM qu'on va mettre en place. Et au regard de ce périmètre-là, ensuite, évidemment, on y met des objectifs qui peuvent être de renforcer la relation à la satisfaction client, d'améliorer l'efficacité marketing ou commercial, d'optimiser le business. Tout ça, j'ai envie de dire, ça fera tout ou partie de ces objectifs, mais le premier point, c'est vraiment quelque part, si on dessinait des grandes lignes droites et des verticales et horizontales sur la matrice, quel carré est-ce qu'on veut couvrir avec notre outil? Quelle empreinte est-ce que notre outil doit donner? Donc ça, c'est une vraie croyance qu'on a au sein du groupe Référence. C'est pour ça que Référence DSI et Référence DMD sont présents dans ce webinaire. C'est qu'on croit éminemment qu'il y a une richesse, évidemment, à réintégrer les dimensions marketing au CRM pour justement être dans une logique de cycle de vie du client qui est pas uniquement de cycle de vie quelque part du prospect tel qu'on pourrait le traiter initialement dans les CRM existants. À toi, Renaud. Merci Agnès pour cette introduction sur la méthodologie. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des différentes étapes. Ok, donc là, jusqu'à maintenant, on a vu l'aspect vraiment plus marketing et business. Maintenant, derrière, mettre en place un CRM, il y a une méthode, ça s'anime, il y a des étapes. Et on va voir que chaque étape a vraiment son importance. Alors, si on regarde ici les étapes clés de mise en œuvre d'un CRM, la première, je ne vais pas y revenir, c'est la détermination des attentes. Donc là, il va falloir s'assurer qu'on a bien compris, qu'on a bien couvert tout le périmètre en termes de besoins. Une fois que les attentes ont été identifiées, en règle générale, donc chez Groupe Référence, bien évidemment, on accompagne assez régulièrement la mise en place d'outils type ERP et CRM. La première étape qu'on met en place en général, c'est le fait de poser une gouvernance. Alors, poser une gouvernance, c'est quoi? C'est premièrement identifier des acteurs qui vont accompagner le projet. Et quand je parle d'acteurs, on est principalement, je dirais, sur des acteurs métiers. Ces gens qui seront identifiés dès le début quelque part, d'abord, ils vont légitimer le choix qui sera fait, puisqu'on est à un stade où on n'a pas encore identifié ni un produit, ni un partenaire qui va accompagner la mise en place. Donc, ça veut dire qu'il y a une phase de choix, et ce choix, il va falloir qu'il soit légitime. Donc là, il ne faut pas se tromper sur le casting. Les acteurs qu'on va identifier, ce qu'il faut se dire, c'est que pendant toute la phase du projet, ils seront aussi des relais de communication vers
vers les services commerciaux, marketing, qui eux suivront le projet d'un petit peu plus loin. Donc ce sera des bons relais. Et dernier point, pas le moindre, il faut se dire que les acteurs qu'on aura identifiés dès le début dans le cadre de la gouvernance, demain ce seront les ambassadeurs au moment du démarrage qui accompagneront, on va dire, la mise en place et qui accompagneront également le changement que ça génère. Voilà. Donc ce choix au niveau des acteurs au niveau de la gouvernance, il est très important. Deuxième aspect de la gouvernance, c'est aussi le fait de poser des instances. C'est-à-dire que dès le début du projet, on va identifier quelles seront les instances de gouvernance tout le long du projet. Quand on parle d'instances, c'est quoi? Ça va être des comités de pilotage projet, ça va être des comités d'information pour les personnes qui sont un petit peu plus loin du projet. Ça sera peut-être des interventions également lors d'un CODIR, ponctuellement, pour tenir un petit peu au courant de l'avancée. Voilà, donc c'est pour ça que cette gouvernance, il ne faut pas se tromper d'une part, et il faut la poser vraiment au tout début du projet, bien avant le choix, le choix des outils et de l'accompagnement. Une fois qu'on a posé cette gouvernance, derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez mettre en place un CRM, vous voulez faire évoluer votre CRM. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, le commerce, il n'a pas attendu d'avoir un CRM. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent depuis des années dans l'entreprise, il y a des gens qui ont des habitudes, il y a peut-être déjà des outils qui servent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir une bonne vision existant. Ça va permettre derrière de comprendre le fonctionnement actuel, de comprendre les processus commerciaux. Et au niveau de l'identification des outils, ça permettra également de garantir une bonne reprise des données. C'est un poste qui peut être potentiellement important dans le cadre du démarrage d'un nouveau produit. Voilà, donc là on est sur la phase d'étude de l'existant. Une fois qu'on a bien compris d'où on part, la question ça va être où est-ce qu'on va. Ça va être l'étape suivante, ça va être la définition de la cible. Alors définir une cible, ça va être quoi? Ça va être définir des processus commerciaux. On a vu les processus actuels, ça va être l'occasion de réfléchir pour voir ce qui peut être amélioré au niveau des processus commerciaux. La cible, ça va être également un périmètre fonctionnel. Donc on rejoint la partie définition des attentes qu'on a vu tout à l'heure, mais on va transformer ces attentes en fonctionnalité, en processus et en fonctionnalité. Et après, quand on définit une cible, bêtement, on a des fois des problèmes ou des contraintes techniques. On a un environnement d'hébergement où on n'en a pas. Donc ça, c'est des éléments dont il va falloir prendre en compte. Et de cet existant et de la définition de cette cible, on va en arriver à un cahier des charges. Alors pour la définition de la cible, on utilise une méthode interne qui s'appelle la méthode des scripts, qu'on va voir sur le slide suivant, qui va arriver. Bon, méthode des scripts, en fait, vous le connaissez peut-être sous un autre nom. Alors, je pense que tout le monde a plus ou moins soit déjà vu, soit pratiqué de façon un petit peu générale, ce qu'on appelle aussi une méthode type brown paper. C'est la méthode des post-it, tout simplement. Alors non, ce n'est pas une régression technologique. L'idée, c'est quoi? C'est On peut très bien les faire en ligne. Comment, pardon? On peut très bien les faire en ligne, les post-it. Oui, on va mettre un CRM en mode bloc-notes papier. Ouais, un outil comme Trello. En fait, c'est un outil, c'est une méthode qu'on apprécie et qui est très appréciée parce que c'est très participatif. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, ça va être déjà sur la base de l'existant, avec les personnes qu'on a identifiées au niveau de la gouvernance, d'où déjà le fait de faire des choix très tôt, ça va être déjà de comprendre les process commerciaux. Donc, tout simplement, on va coller des post-it sur un brown paper qui vont décrire les différents processus. Alors, pour illustrer la chose, on va coller des post-it jaunes pour dire, voilà, le process actuel, factuellement, voilà comment ça se passe. À ce stade, on ne va pas se dire c'est bien, c'est pas bien, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Une fois qu'on a défini comme ça un ou plusieurs processus, on va se poser la question, maintenant on va prendre un peu de recul et se dire, tiens, alors dans ce process actuel, est-ce qu'il y a des choses qui coincent? Est-ce qu'on rencontre certains problèmes? Et là, il y a plein de choses qui ressortent sur des problèmes de communication entre le marketing, le commerce. Bon. Donc là, on va sortir des post-it roses qu'on va coller en parallèle des process actuels en disant aujourd'hui, ici, on a tel problème, là, on a tel autre problème. Et ensuite, on va se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
Alors, souvent, on aura un lien de cause à effet, mais pas toujours. Donc là, on va sortir nos post-it verts pour expliquer, pour dire oui, là, effectivement, ça fait un moment qu'on se dit qu'on pourrait mieux travailler de telle ou telle façon, qu'on pourrait améliorer la relation entre les différents commerciaux. OK. Et une fois qu'on a terminé ce travail, alors ça peut se jouer sur plusieurs ateliers. Une fois qu'on a terminé, en fait, d'un point de vue graphique, j'ai envie de dire, on a quasiment notre cahier des charges. Qu'est-ce qu'on a fait? On a l'existant, on a aujourd'hui où est-ce qu'on a des cailloux dans la chaussure, et on a identifié qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Une fois qu'on a fait ce travail, quelques demi-journées, tout ça, ça va être repris dans un document spécifique et ça va nous amener petit à petit à produire un cahier des charges. Voilà. Donc la méthode Descript, c'est un moyen, le cahier des charges, c'est un livrable, et ce cahier des charges, quelque part, il va être envoyé à un ensemble de partenaires qu'on aura identifiés, qu'on aura shortlistés par rapport également aux outils qui les représentent. Ça veut dire qu'il y a aussi une phase d'étude un petit peu de l'état de l'art et des outils existants. Et une fois que ce cahier des charges a été fait, qu'il va être soumis à différents partenaires, on va rentrer classiquement en phase d'étude, de proposition de différents partenaires, avec derrière un benchmarking des différentes solutions qui nous seront proposées. Donc, on peut voir un exemple très très sommaire sur le slide suivant. Voilà, l'idée c'est quoi? On va faire un mapping fonctionnel, tout simplement, sur la base de l'existant, encore une fois, sur la base de la cible qui était définie. Donc, on a défini un périmètre fonctionnel. Maintenant, on va recevoir un certain nombre d'offres. Et pour chacune des offres, on va regarder si le périmètre est couvert naturellement ou s'il faut peut-être du paramétrage ou du développement spécifique, voire dans certains cas, si l'outil ne couvre pas le périmètre qu'on a identifié. Et c'est en particulier dans ce cas-là, je rebondis tout à l'heure sur la notion d'écosystème d'outils dont parlait Agnès. On va peut-être se rendre compte parfois que la solution qu'on recherche, elle n'est pas portée par un CRM ou par un outil unique, mais par 2-3 outils qui vont très bien fonctionner entre eux. Je ne reviens pas dessus, on a vu quelques exemples tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour la partie définition. Je me permets de vous demander ce que tu dis, Renaud, sur ça, c'est qu'il n'est pas rare dans nos retours d'expérience que on constate beaucoup plus performant l'urbanisation finalement de 3 outils experts sur le sujet, donc un outil d'envoi de mail, parce que tous les CRM, on va se dire, font de l'envoi de mail, oui, mais dès lors qu'on veut le faire avec une segmentation marketing, avec de l'automation, avec des enjeux importants, la performance est souvent à chercher dans l'urbanisation d'outils plutôt que de tout vouloir faire à un seul outil. Ça paraît plus compliqué en amont, mais c'est nettement plus performant sur la suite. Et surtout que ces outils, souvent, sont d'ores et déjà faits pour travailler ensemble. Absolument. Ça arrive souvent. Mais pour corroborer et pour conclure là-dessus, on retrouve exactement la même problématique au niveau des ERP. Souvent, un ERP embarque une brique CRM. Quand on regarde dans le détail, ça couvre 5% de ce que c'est faire un CRM spécialisé. Donc là, on est exactement dans la même situation entre un CRM et des fonctions très spécialisées, type envoi de mail, analyse de contenu et autres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut être amené à préconiser dans certains cas ce côté urbanisation, comme on vient de le dire. Donc voilà pour la partie définition du choix. Une fois qu'on a identifié un outil, voire un ensemble d'outils et un partenaire ou un intégrateur qui va accompagner la mise en place, on va rentrer sur la phase de mise en œuvre. Donc là, on va être vraiment sur je dirais la plus grosse partie du projet en termes de timing. Et donc là, derrière, toute la partie mise en œuvre, on va être dans des schémas classiques, je dirais, de gestion de planning, gestion de budget, des points d'attention sur la mise en œuvre. On veille tout le temps à ce que ce soit très itératif, éviter absolument l'effet tunnel, voilà, des livraisons loties, de façon à pas avoir de surprise en bout de trajectoire. Un deuxième point, on va veiller pendant cette phase de mise en œuvre que les key users, donc les key users, je ne les ai pas appelés comme ça, mais les profils métiers qu'on a identifiés dès le début du projet soient bien présents. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Je disais, ces gens-là seront nos relais, notamment en termes de communication. Donc, ils sont présents. S'il y a des choses qui dérapent, qui fonctionnellement ne correspondent pas aux attentes,
c'est eux qui ont une vraie fonction, une vraie mission pendant la phase de mise en œuvre. Et ensuite, derrière, il y aura toute la partie recette, bien évidemment, où les key users seront aussi très impliqués. Voilà. Donc, phase de mise en œuvre, alors, en fonction du produit, en fonction des choix qui ont été faits, ça peut durer de quelques semaines à quelques mois. Et ensuite, une fois que le produit a été mis en œuvre et a été recetté, donc là, on est prêt à tourner la clé. Et tourner la clé, c'est pareil, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire qu'il va falloir bien définir au niveau du déploiement. Ça va être la méthode de déploiement, on va dire la trajectoire de déploiement. Alors ça va être propre à l'entreprise, à l'organisation commerciale. Peut-être qu'on va d'abord déployer un pilote, qui peut être un pilote régional, ou alors ça peut être un pilote sur une activité. Et l'idée, ça va être de rôder un petit peu le système, on va dire faire une recette plus avant de le déployer à grande échelle. Et un deuxième point, et je m'en arrêterai là sur la partie déploiement, ce qu'il faut absolument pas négliger, je l'ai abordé au début, c'est l'accompagnement au changement. C'est mettre en place un outil type CRM, ça peut être une transformation, ça peut être une évolution, ça peut être une transformation. Derrière, le risque, ça va d'avoir des gens qui sont perdus. Et l'idée, évidemment, c'est de laisser personne sur le carreau. Voilà. Donc, l'accompagnement du changement, il est très important. Et les key users, les acteurs métiers qui maintenant sont sur le projet depuis plusieurs mois, quand on est au stade du déploiement, ils ont vraiment une vraie mission à accomplir dans ce domaine. C'est clair. Voilà. Les freins et risques. Alors, ce qu'on constate sur des projets de cette envergure, enfin de cette envergure qui peut être très variable d'ailleurs, ça peut faire peur. Alors, ça peut faire peur pour différentes raisons. Ça peut faire peur d'abord parce que ça amène du changement. Voilà. Je rebondis sur ce que je disais, sur l'importance de l'accompagnement au changement. On est face à des acteurs métiers qui travaillent depuis des années d'une certaine façon. Voilà, le changement inquiète toujours, c'est assez naturel, d'où l'importance de bien communiquer pendant le projet, d'impliquer les bons acteurs et ensuite d'accompagner l'ensemble des utilisateurs au moment du lancement du produit. Voilà, ça c'est la peur un petit peu du changement. Ensuite, il y a un côté finance qui peut faire un peu peur. Parce qu'on connaît tous une entreprise qui a mis en place un CRM, ça a duré 18 mois et ça a coûté des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, l'offre, elle est quand même très large. Les besoins peuvent être très variables d'une entreprise à l'autre et on se rend compte qu'on a aussi maintenant des acteurs sur le marché qui proposent des schémas économiques complètement différents, dont certains outils qui permettent jusqu'à un certain niveau d'utilisation, alors que ce soit en durée, que ce soit en nombre de leads, par exemple, ou de prospects ou de clients, qui offrent même la gratuité pour prendre en main l'outil. Bon, on a des solutions aujourd'hui cloud, SaaS, qui permettent de lisser totalement le coût et de ne pas avoir un coût initial relativement élevé. Voilà. Donc, la partie financière, bien évidemment, elle est à étudier. Aujourd'hui, il y a plus de solutions que de freins dans ce domaine. Ensuite, une autre crainte qu'on rencontre de temps en temps, tout le temps en fait, c'est une crainte sur le partage d'informations ou sur le flicage. Voilà, ça revient quand même assez régulièrement. Ça y est, on me met un CRM. Je rencontre le cas actuellement dans le cadre d'une mise en œuvre de gens qui sont alors des machines de guerre en termes de commerce, mais qui ont 54, 55 ans, qui sont directeurs commerciaux ou commercial seniors, et qui disent, voilà, OK, on met en place un CRM, donc ça veut dire que maintenant, je vais stocker de l'information et tout le monde va la voir, alors que quelque part, c'était un peu privatif. Je ne veux pas qu'on vienne me voir demain en me demandant qu'est-ce que je faisais tel jour à telle heure. Voilà. Bon, ça, c'est des craintes qui ressortent souvent. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que un outil, il ne fait que ce qu'on lui demande. Voilà, un outil, c'est bête. Si on me demande de fliquer, il saura le faire. Par contre, si on ne lui demande pas, il ne le fera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière l'outil, les craintes qui se posent, c'est plutôt des craintes autour de la gouvernance du commerce dans l'entreprise. Donc là, il y a un rôle, notamment au niveau des sponsors, pour bien préciser les choses, pour bien dire, l'outil va être un aidant,
il faut bien montrer la valeur ajoutée. Par contre, s'il n'y a pas de volonté interne de fliquer plus aujourd'hui ou demain qu'on le faisait hier, c'est pas un outil qui va le faire. Voilà. Donc, il faut bien ramener les choses à la gouvernance commerciale et non pas à l'outil. Et après, dernier point, mais qui va être très rapide, c'est le fait d'être trop restrictif sur les attentes. Pour rappeler que dès le début, on a identifié un périmètre, on a identifié un besoin. Si on se rend compte en bout de chaîne qu'en fait, on couvre 80% du périmètre ou qu'il y a des besoins qui sont nés pendant la phase d'avancement projet, c'est toujours problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, il faut avoir une bonne connaissance à la fois du besoin interne, mais également de l'état de l'art du marché, puisque parfois, en fait, on peut se dire qu'on avait un besoin, mais limite, on ne le savait même pas. Des outils d'analyse de contenu, d'analyse de site web dont parlait Agnès tout à l'heure, il est possible qu'on apprenne en cours de route que ça existe et que ça crée un besoin. Donc, ça veut dire que la phase amont de bonne connaissance du marché, des outils CRM et de tout l'écosystème qui va autour, elle est primordiale pour être sûr qu'on ne se rate pas sur le déroulé. Voilà dans les grandes lignes hein, les freins qu'on peut rencontrer et les risques qui pourraient se présenter. Et je peux compléter avec un exemple vécu, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, chez tes clients, tu vis des choses. Chez un client, j'ai vécu un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que, évidemment, être trop restrictif sur les attentes, c'est la cata, parce qu'en fait, il y a des produits qu'on va choisir parce que justement, on n'a pas besoin de faire certaines choses. Et dès lors, si on se retrouve à devoir faire ces fameuses choses, ben en fait, on n'aurait jamais choisi ce produit-là parce qu'il ne peut pas évoluer. Mais à l'inverse, il n'est pas rare que dès lors qu'on a un sujet d'animation de base de données ou dès lors qu'on a un sujet commercial, quelque part, les dirigeants entre eux se disent « mais un CRM ». Et alors, on part bille en tête dans « mais un CRM ». Et on a un client qui un jour nous appelle parce qu'il ne s'en sortait pas dans la prise en main dont parlait tout à l'heure Renaud, qui est de toute façon très difficile, un nouveau CRM, ça change de manière assez profonde les manières de travailler. Donc on a audité quelque part, on a essayé de comprendre pourquoi la prise en main ne se faisait pas. Et en fait, assez rapidement, on s'est aperçu que c'était pas d'un CRM dont ils avaient besoin. Ils étaient arrivés trop vite à la conclusion de « j'ai un problème commercial, donc il me faut un CRM ». Et en fait, ils avaient quand même juste besoin d'un outil d'envoi de mail, pas si simple, mais d'un outil d'envoi de mail. Donc, on avait mis la grosse artillerie, là où on avait quelque part un petit besoin assez technique. Donc, à l'inverse d'être trop restrictif, on peut assez vite, avec les CRM, se planter totalement de sujet, en fait. Ouais, je suis d'accord. L'erreur, c'est de commencer par l'outil, en fait. Exactement. Tu as raison. Donc, les résultats qu'on peut escompter de cette mise en place de CRM, bon, ben, c'est à plein d'égards, si on revient sur ce funnel de commercial qui part encore une fois du suspect au client VIP, et ben à chaque étape, on peut attendre une performance. On va attendre un meilleur taux de transformation de suspect vers prospect, de prospect vers client avec ces outils type Tilki, de client vers client VIP. Là, on doit travailler et ça peut permettre de gagner en performance commerciale. On doit gagner en valeur client. L'amélioration du chiffre d'affaires chez nos clients. On doit travailler ce portefeuille client et notamment en étant capable, grâce à la data qu'on embarque dans le CRM, de venir communiquer exactement la bonne chose au bon moment et d'assurer ce fameux cross-selling et cette fidélisation client. Donc c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler en marketing de développer, on va dire, oui, la valeur client, les paniers d'achat, le taux de nourriture de notre client sur notre portefeuille de produits. On va gagner en connaissance client. Et gagner en connaissance client aujourd'hui, ça veut dire avoir aussi des datas à valoriser. Les datas sont associées de plus en plus à des business models, se vendent, se monétisent.
s'utilise pour ensuite aller construire des études. En tout cas, cette connaissance client, on la rentabilise pas, on n'en voit pas la rentabilité immédiatement, mais en fait, elle est extrêmement rentable. Bien sûr, on mesure au mieux les activités marketing dès lors que tout est connecté. Et après, et c'est souvent le point de départ d'ailleurs des projets CRM, mais c'est important de voir qu'ils ne couvrent pas que ça. On gagne évidemment en productivité et en partage d'informations et donc en productivité commerciale aussi et en intelligence collective, en gagnant du temps grâce à l'outil une fois que les gens se le sont appropriés. Il faut accepter d'en perdre un petit peu au début pour en gagner beaucoup après et éviter les doubles saisies et éviter la complexité de dans quel fichier Excel j'ai classé cette information. Tout est au même endroit. Donc, dès lors que le réflexe d'utilisation est pris, c'est un immense gain de productivité. Dernier point, parce qu'on l'a eu beaucoup vu là aussi chez des clients, on peut ou pas gagner en prévision commerciale. On peut ou pas gagner en prévision commerciale, évidemment, dès lors que l'intégralité des demandes sont mises en ligne dans un CRM, quelque part, notre pipeline commercial est beaucoup plus visible, beaucoup plus partagé. Donc, en tant que dirigeant, notamment, on est extrêmement rassuré de pouvoir suivre l'activité commerciale. C'est quand même le nerf de la guerre de notre entreprise. Je mettrai juste un bémol à ça. Sur des secteurs d'activité sur lesquels la transformation prend beaucoup de temps, sur lequel il peut y avoir des demandes de devis pour estimer, ambiance bureau d'études, pour estimer le coût d'un projet qui va démarrer dans 2 ans. Si ça, on le met dans le pipeline commercial, sans lui attribuer le score de « ça sera du business dans 2 ans », le pipeline commercial, il est extrêmement faux. Parce qu'on a l'impression d'en avoir beaucoup. On a beaucoup de devis rentrés dans le CRM et en fait, c'est des devis qui vont exister dans 2 ans. Donc, il faut là encore repartir de la méthode des scripts, se poser la question de la nature des devis, enfin, c'est de l'ordre du process, et bien qualifier la nature des opportunités commerciales que l'on fait figurer dans notre CRM pour vraiment avoir cette qualité de prévision, de prévision des données. Je crois que voilà, tu voulais présenter un retour d'expérience, je crois. Exactement. Donc là, c'est un retour d'expérience pour vous montrer aussi un exemple de circuit complet avant-vente. Donc là, le contexte, c'est une entreprise de service national qui a un service marketing, une équipe de télépro avec des commerciaux qui font 3 à 5 rendez-vous par semaine, dont 70 donnant lieu à une proposition. Et où c'est également plutôt un cycle long de 3 à 6 mois. Dans cet exemple, on peut voir en fait que ça va commencer au niveau marketing avec l'outil GetQuanti. Ça va permettre en fait de tracer les personnes qui vont venir sur le site internet. Donc, le télépro va avoir les informations des personnes qui sont venues sur le site internet. Grâce à Corporama, ça va recenser en fait une trentaine de sources différentes de l'entreprise qui est venue sur le site internet. Donc, par exemple, les profils LinkedIn, Viadeo, le site de l'entreprise, les coordonnées mail, téléphoniques, les actualités. Et ces informations vont pouvoir être transmises dans le CRM. Donc là, dans notre exemple, c'était Everwin qui était utilisé. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir un lien avec l'outil d'emailing et donc pouvoir faire des actions mailing beaucoup plus ciblées grâce à toutes ces informations qui ont été prises en amont. Et donc, le fait de faire des actions beaucoup plus ciblées, on va pouvoir, après, pour le commercial, avoir soit des retours ou soit contacter des personnes qui ont ouvert le mail ou qui ont regardé plusieurs fois un emailing. Donc, quand le commercial va aller à son rendez-vous avec son prospect, suite au rendez-vous, il va lui envoyer une offre. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'offre, par exemple, sera transmise en mars. Le prospect lui aura dit le projet, ça sera dans 6 mois. Et puis, grâce à l'outil TeamKey, il va se rendre compte en fait que l'offre commerciale, elle a été ouverte 4 fois, 2 mois plus tard et non 6 mois plus tard. Et donc, le recontacter au bon moment. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, j'ai l'impression que…
Ah, là, c'est mieux là. Ouais. Et donc du coup, on va pouvoir, pour le commercial, revenir au contact du prospect au bon moment, au moment où il a rouvert sa proposition et qu'il a passé, par exemple, 10 minutes sur la page 3. Donc, il faut peut-être creuser sur cette page plutôt que sur d'autres. Donc, ça permet vraiment de cibler et d'être beaucoup plus productif ou en tout cas améliorer en fait son lien avec ses prospects et ses clients et cibler. Donc, les bénéfices: contrôle de l'efficacité des opérations marketing, productivité dans l'alimentation et le traitement des leads, et puis ça va permettre de sécuriser les cycles de vente et améliorer l'efficacité commerciale, sans oublier des étapes. Voilà, donc là, c'était vraiment un exemple de circuit complet et c'est intéressant de voir le fait que des outils vont pouvoir compléter en fait l'action du CRM et le rendre beaucoup plus performant. Circuit complet sur la partie du funnel très traditionnel, hein, mais qui est un des cœurs business du CRM, prospect client. Et après, une fois qu'on a fait ce cœur business-là, finalement, Sendinblue, par exemple, est un outil qui permet d'animer une base client et de rentrer des segmentations marketing assez intéressantes. Donc, de cette arborescence-là, on peut tirer vers à minima l'animation marketing des clients, vers client VIP. Donc, on a terminé notre webinaire CRM. Alors après, je ne sais pas si vous avez des questions au vu de ce qu'on vient d'échanger ensemble. Là, c'était vraiment pour échanger, vous présenter en tout cas tout ce qui va être méthodologie et retour d'expérience sur les CRM. On espère qu'en tout cas, ça vous a plu et que ça vous a permis d'y voir plus clair. Question dans le chat si vous en avez. Une fois. Sinon, on peut vous annoncer que tous les départements sont verts, sauf Île-de-France. Ah, bien. Et Mayotte. Et Mayotte. Bon. Et comme tu habites à Mayotte, En tout cas, merci à tous pour votre participation et puis merci beaucoup à tous. Et profitez bien du déconfinement pour ceux qui ne sont pas en région parisienne. Exactement. Merci. Bon restaurant de juin. Au revoir. Au revoir.